Bonjour et merci d'être là à attendre que je vous ouvre la petite porte du jour, celle qui va nous permettre de terminer le premier chapitre de la Damoiselle d'Aguilar. Alors hier on en était resté en 1357, donc à Tuchan, un village des Corbières, un village qui est en émoi, puisqu'on a aperçu des cavaliers mystérieux venir réinvestir le château d'Aguilar, qui se trouve juste au-dessus du village, un château qui était désaffecté depuis la grande peste noire. Mieux encore, Maître Vital, un épicier de Narbonne, a croisé sur la route donc cette troupe mystérieuse et il a reconnu à sa tête quelqu'un qui lui était familier, Guillaume de Marcuez, le lieutenant du dernier châtelain d'Aguilar, parti 12 ans plus tôt en Terre Sainte. Et c'est là que je reprends la lecture. Le soleil choisit ce moment pour percer les nuages. La masse imposante du Toche, rayée d'ocre et de blanc, jaillit de la grisaille avec une brutalité triomphante. Guillaume de Marcuez sentit sa poitrine se gonfler d'une sourde exaltation. Un voile de larmes lui brouilla la vue. Appuyé des deux mains à la pierre rugueuse et froide du parapet qui courait le long du chemin de ronde, il plongea son regard dans la plaine. Les oliviers ondulaient sous le vent, mer houleuse, reflet d'argent. Un nouveau printemps s'annonçait. 12 avaient passé depuis son départ pour la Terre Sainte, des printemps de chaleur par les chemins poussiéreux d'Asie mineure, de souffrance dans l'obscurité humide des geôles turques, puis d'espérance en traversant la mer Propontide à bord d'un minuscule caïque loué pour quelques piécettes à un pêcheur, le prix de la liberté, pour en arriver enfin au printemps tant attendu du retour, dont il savourait pleinement la douceur en contemplant ce paysage qu'il avait longtemps cru ne jamais revoir. La sagesse populaire dit qu'on ne goûte vraiment son logis qu'après l'avoir quitté. Dès les faubourgs de Narbonne, les images familières surgissant à chaque détour du chemin avaient aboli le temps. Guillaume avait l'impression de remettre les sabots de son cheval dans des pas vieux de 12 ans et chacun effaçait un peu de sa longue absence. Oubliez la fatigue, il s'était senti pousser des ailes. Les autres pouvaient trouver le chemin bien long et aspirer au repos, lui n'avait qu'une idée, un nom en tête, Aguilar. Malgré son dos endolori par des heures de selle, il avait même refusé de s'arrêter pour la nuit à Villesec. Aguilar lui sifflait à l'oreille la tramontane. Lui seul l'entendait. Lui seul reconnaissait cet olivier tourmenté là, un peu en retrait du chemin, et cette barre rocheuse qui s'avançait comme la proue d'un navire en travers du cours limpide du vert double. On approchait. Aguilar chantonnaient les roseaux, vite, encore plus vite. Il avait décidé d'éviter Tuchan et d'emprunter un raccourci qu'il connaissait, autant pour le plaisir de tester sa mémoire et de retrouver chaque buisson à la place où il l'avait laissé, que pour se préserver de la curiosité inévitable des villageois. Avoir l'air stupéfait de l'épicier croisé sur la route, son retour allait susciter un gros émoi dans la population. Guillaume rit intérieurement en se rappelant les yeux écarquillés de surprise et d'effroi du marchand juché sur sa mule. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, Vital. C'est ça, il se souvenait, Jacques Vital, marchand d'épices à Narbonne. Cette rencontre aussi brève qu'inattendue avait été comme l'ultime trait d'union avec le passé, avant même que ne se profilât la silhouette massive d'Aguilar. Rien n'avait changé. Maître Vital allait comme chaque mois à son rendez-vous d'amour avec sa vigne. Ainsi donc il avait réchappé à la grande peste. Guillaume en était heureux. Le bonhomme lui avait toujours été sympathique, poinçot, toujours de belle humeur, ne rechignant jamais à mettre la main à l'escarcelle lorsqu'un gueux venait quémander une piécette, aimant la vie, la bonne chair et bien sûr son vin. Le marchand était un homme selon le goût du chevalier. Guillaume se laissa bercer un moment par le sourd martèlement qui remontait de la forge. On eût dit que le cœur de la forteresse se remettait à battre après un long sommeil. Le vieux chevalier jouissait intensément de cette pulsation lancinante qui redonnait doucement vie à la pierre. En bas, dans les lisses, Jordi s'acharnait sur l'enclume. Les brusques jaillissements de la flamme sculptaient son visage d'ombre mouvante et accrochaient des étoiles aux gouttes de sueur qui ruisselaient de son front. Les mâchoires contractées par l'effort, sans un regard autour de lui, il frappait et frappait encore. Sous ses coups, le fer tordu par les pierres inégales du chemin reprenait sa forme pleine et régulière. À quelques pas de là, malgré le vacarme, le bébrin qui attendait d'être appareillé ne bronchait point. Du bout de ses doigts fins et déliés qui contrastaient si fort avec sa musculature herculéenne, Michel lui effleurait le chanfrein, juste au-dessus des naseaux,
là où la peau était tendre et soyeuse. Soumis par cette simple caresse, le cheval ne bougeait pas d'un pouce. Il attendait docilement que son maître lui ordonnât d'un clappement de langue de reculer pour être referré. Quel couple étrange il formait ces deux-là. Le forgeron muet et le géant débonnaire. Le Catalan à la langue tranchée par des pirates éphésiens qu'il avait enchaînés au banc des rameurs, et l'esclave caucasien libéré par le naufrage d'un bateau génois qui l'emportait de Caffa vers l'Égypte des Mamelouks. L'un brun de poil et de peau, les yeux noirs comme du charbon et la dent carnassière. L'autre d'une pâleur marmoréenne de statue, le front haut et tranquille, le regard clair. L'un rendu muet par la cruauté des hommes, mais bouillant intérieurement d'un feu perpétuel, l'autre d'une simplicité adamantine, d'une bonté d'âme si sereine, si lumineuse qu'elle rendait les mots inutiles. Le silence les unissait autant que le dévouement farouche, fanatique qu'il lui portait. Le sourcil foncé, Najila regardait son gros lourdeau de mari se pavaner en ajustant sa nouvelle pelisse doublée de renard achetée lors d'un récent voyage à Carcassonne. Décidément, quelque chose n'allait pas. Prise d'une inspiration subite, elle plongea dans un vaste coffre à ferrure pour en ressortir, l'air victorieux serrant contre son cœur un paquet enveloppé d'un tissu noir. Elle déplia soigneusement le bout d'étoffe et fit apparaître une lourde chaîne dorée retenant une médaille du même métal. Les levant des deux mains au niveau de son visage, comme elle l'eût fait d'une sainte relique, elle la passa solennellement autour du cou d'Amiel, qui ne pipait mot, impressionné malgré lui par ce curieux cérémonial. La médaille brilla sur le drap de laine sombre. Elle leur avait été offerte lors de la grande épidémie, entre autres cadeaux par un riche bourgeois de Narbonne qui avait fui la contagion de la ville pour venir confier au roc son fils unique. Le garçon avait réchappé à la peste, mais pas à un pernicieux coup de froid. Le bourgeois éploré avait néanmoins demandé à son hôte de conserver le bijou, en souvenir. Amiel éprouvait depuis une sorte de crainte superstitieuse à l'égard de cette médaille, et il fallait vraiment un événement aussi extraordinaire que ce retour pour qu'il consentît à s'emparer ainsi. Narok, insensible aux scrupules de son époux, arbora enfin un sourire satisfait. Voilà qui avait de l'allure. Ces messieurs du château sauraient au premier regard qu'ils avaient affaire à l'homme le plus important du village et même des environs. À la veillée, on avait en effet décidé d'envoyer une sorte d'ambassade à Aguilar, par respect envers les châtelains de retour après une si longue absence. L'idée venait d'Amiel. Ce mot d'ambassade avait tellement plu que les autres s'en étaient emparés goulûment. Certains l'avaient murmuré, juste pour eux, avec des mines de gourmets savourant un morceau de choix. D'autres, au contraire, s'étaient essayés à le clamer, faisant siffler le double S avec emphase. Mais tous étaient tombés d'accord, une ambassade s'imposait. Tout le monde voulait y aller, par respectueuse curiosité. Amiel était intervenu avec autorité. Qu'auraient donc fait ces messieurs d'une foule de gueux puants écrotés à leur porte? Les beaux ambassadeurs, en vérité. Tuchan était un village important, presque un bourg, et il se devait de déléguer ses plus dignes représentants. Après d'interminables discussions, on avait finalement désigné les deux sicares, le meunier, représentant les seigneurs de Fontfroide et le tavernier, Elzéar Cavaillé, le forgeron, Guiraud Astruc, le tisserand, Don Casas, le curé de la paroisse, et Amiel Roch, bien sûr, promu chef de l'ambassade à l'unanimité. Et voilà pourquoi ce jour lui paraissait si beau, tandis qu'il se tenait sur le pas de sa porte, contemplant avec suffisance le pâle soleil de février allumer des feux à la chaîne qui lui barrait la poitrine. Sicard le meunier vint à sa rencontre à grandes enjambées, l'air faussement dégagé, le cou cramoisi. Il tentait vainement d'ignorer les piques dont l'accablait son épouse, une matrone bien en chair qui n'avait point froid aux yeux, ni sa langue dans son tablier. « Regardez-moi ce grand dadais. Depuis hier, la tête lui est devenue aussi grosse qu'un chou. Il a même refusé de toucher à la soupe de fèves. Ce n'était point une nourriture digne du palais délicat de Moussu l'ambassadeur, sans doute. » Pinçant sa jupe bandée de rouge, elle lui fit un petit salut au cœur. « Votre Excellence, que notre Seigneur vous garde dans cette périlleuse mission. » Amiel Roch lui lança un regard courroucé. Cette Maureen était décidément par trop insolente. S'il avait été son mari, comme il l'aurait fait taire. Amiel se souvint à temps de la manière dont sa propre épouse le menait en son logis, et il ravala la critique acerbe qu'il s'apprêtait à lancer au visage de la querelleuse meunière. Du moins, Gila s'abstenait-elle de railleries et criailleries en public, se consola-t-il. En voilà une qui savait s'y prendre pour ménager la fierté de son homme.
Les enfants faisaient cercle autour des ambassadeurs qui se pavanaient dans leurs plus beaux habits sur la place. Bon, à dire le vrai, Elzéar Cavaillé, le forgeron, n'avait que cela. Mais il s'était décrassé du mieux qu'il avait pu dans la rivière, et pour se donner une tournure plus pimpante, il avait orné son chaperon d'un brin de houx. Les garces du village purent découvrir ce matin-là qu'il avait le teint frais, les dents belles et bien plantées, et qu'à tout prendre, il était, ma foi, fort joli garçon. Le ciel, balayé par la tramontane de la veille, avait lui aussi fait toilette. Le soleil brillait comme un sou d'or bien astiqué. Une impatience heureuse faisait vibrer la foule des villageois, tout émoustillé par cet événement qui venait rompre la litanie monotone des jours. Maître Vital avait même repoussé son retour à Narbonne. Après tout, le dimanche, sa boutique était fermée. Pour rien au monde, il n'aurait manqué de monter au château. D'ailleurs, n'était-ce point lui qui avait reconnu le sire de Marquez? On n'attendait plus que le curé et la grande ambassade pourraient s'ébranler sur la route d'Aguilar. Il sortit enfin de l'église dédiée à Saint Jean l'Évangéliste, où il venait de célébrer l'office matinal. Il prit le temps de refermer soigneusement le grand portail de chêne avant de s'approcher sans se presser. Ces rustos n'avaient qu'à patienter. N'avait-il point osé désigner ce fat Damiel Roch comme chef de la délégation alors que ce rôle lui était naturellement dévolu? Il était le pasteur, le guide spirituel. Ces paysans obtus faisaient bon marché de la prééminence de l'esprit. Enfin, cette prééminence, il fallait bien le reconnaître, il avait lui-même un peu tendance à l'oublier en temps ordinaire. Sa trogne enluminée dénonçait son penchant pour le vin, dont il ne limitait point la consommation à la célébration de l'Eucharistie. Aucune de ses ouailles ne l'ignorait. Néanmoins, son regard sévère, sous des sourcils charbonneux, et sa silhouette massive et carrée, totalement dépourvue de toute rondeur avenante, en imposaient. On craignait ces sermons enflammés où il n'hésitait point à fustiger les grands comme les petits, les vouant de la même manière aux flammes d'un enfer qu'il savait rendre si réel que certains sortaient de l'église, tremblants, les yeux hallucinés. On hésitait à aller à confesse tant il se montrait impitoyable envers la moindre peccadille, et la pénitence n'était rien. Gare à qui faisait la folie de vouloir lui cacher quelque chose. Ses yeux scrutateurs plongeant dans les vôtres, vous vous sentiez sondé jusqu'au tréfonds de votre âme. Puis, avec un rictus sardonique, il étalait devant vous avec une cruelle complaisance toutes les petites turpitudes que vous auriez souhaité garder pour vous. Il devinait tout, il savait tout. Et si par extraordinaire vous poussiez l'audace jusqu'à vous dresser contre lui, Loukoura avait le don de vous rappeler d'un simple regard entendu qu'il n'avait rien oublié de vos confidences balbutiantes et embarrassées. La menace était claire, et nul ne le contredisait plus depuis longtemps. Seule cette dévergondée de Maureen lui tenait parfois tête. Mais ce n'était qu'une femme, et que pouvait-on attendre de ce sexe faible, faux, inconséquent, querelleur luxurieux et sans cervelle? Donc Casas se satisfaisait pleinement de ce climat de peur respectueuse qu'il faisait régner sur le village. Cette impression de puissance occulte l'enivrait tant qu'il pouvait se montrer à l'occasion étonnamment indulgent et patelin, sans autre résultat d'ailleurs que d'achever de terroriser ses paroissiens qui n'y voyaient qu'une malice supplémentaire. À son arrivée, toutes les conversations baissèrent d'un ton. Même Amiel Roch, qui pérorait avec tout l'aplomb que lui procurait son titre d'ambassadeur en chef, se sentit soudain tout petit. Et n'eût été le regard cinglant de sa femme, il n'aurait jamais eu le courage d'aller à la rencontre du prêtre, les bras largement ouverts en signe de bienvenue. « Monsieur le curé, nous n'attendions plus que vous. »« Moi aussi, je vous ai attendu, Roch. À la messe. » Tout bon chrétien se doit de venir recevoir le Seigneur, si ce n'est quotidiennement, du moins le dimanche, jour qui lui est consacré. Le carême commence et vous feriez bien de vous faire pénitence. Malheur à qui se soucie davantage de satisfaire sa vanité que de se mettre humblement au service de Dieu. Le doigt brandi, menaçant vers le ciel, sans une once de l'humidité qu'il venait de prôner, dont Casas n'était qu'une montagne de réprobation. La belle assurance d'Amiel avait fondu comme neige au soleil d'avril. D'un geste furtif, il recouvrit la médaille qui étincelait sur sa pelisse. Décidément, elle était un peu trop voyante. Donc Casas promena un dernier regard courroucé sur l'assemblée. Tous se taisaient, la tête basse, se dandinant gauchement d'un pied sur l'autre. Jacques Vital lui-même jugea plus prudent de garder le silence. Satisfait d'avoir ainsi prestement rétabli son autorité, le curé s'autorisa alors un « Allons donc !» en route, presque amical. Soulagés, quoique la crête fort rabattue, les ambassadeurs lui emboîtèrent le pas. Au bord du chemin, les premières fleurs des amandiers embaumaient le miel.
Guiraud Astruc, qui avait des prétentions à la poésie depuis un récent passage d'un troubadour de la cour des comtes de Toulouse, s'était laissé distancer pour admirer le mauve délicat d'une jacinthe sauvage qu'on devinait à travers la dentelle d'un asparagus. Le sentier grimpait dur et Amiel-Roch commençait à avoir très chaud sous sa pelisse. Trébuchant et maugréant, il épongeait la sueur qui coulait de son front. Maître Vital, qui avait laissé sa mule au village, s'appuyait lourdement sur un bâton ramassé dans un fourré. Sicard, le tavernier, ânait avec un bruit rauque qui rappelait le soufflet de la forge d'Elzéar Cavaillé. Même le curé, qui marchait toujours devant, devait batailler ferme pour arracher le bas de sa chape noire aux épines des buissons de chêne kermès. Ils parvinrent enfin au pied des murs devant la lourde porte aspect de fer. Une voix aux accents gutturaux les héla du haut de la tour dans une langue inconnue. Une tête hirsute surmontée d'une touffe de cheveux carottes surgit de derrière un créneau. À tout hasard, Amiel-Roch lui cria que les habitants de Tuchan souhaitaient présenter leur respect au châtelain d'Aguilar. Derrière lui, les autres s'agitaient. Ce sauvage n'avait sûrement rien compris et ils en seraient quittes pour s'en revenir au village, gros comme devant. Pourtant, la tête disparut derrière le parapet. Quelques instants plus tard, la porte s'entr'ouvrit devant eux. Un Guillaume, à la mine rusée, brun celui-là, leur fit signe d'entrer. Les ambassadeurs, qui avaient beaucoup perdu de leur superbe dans la poussière du chemin, remirent un peu d'ordre dans leur vêture avant de suivre leur Cicérone. Dans la salle basse du logis, Guillaume les attendait, debout devant la cheminée où flambait une brassée de sarment. Il s'avança vers eux, les mains tendues, un large sourire illuminant sa face, où les rides marquaient de profonds sillons. « Maître Vital, j'étais sûr de vous avoir reconnu sur la route. Et vous, maître Roch, quelle joie de vous revoir après tant d'années. Vous me semblez fort prospère. Permettez-moi de vous en féliciter. » Amiel caressait sa médaille en suffoquant de joie et de vanité. Don Casas, furieux de n'avoir point été le premier salué, lui lança un regard dédaigneux. Pour qui donc se prononçait cette outre pleine de vent? Mais Guillaume ne lui laissa pas le temps de ressasser son fiel. S'inclinant autant que le lui permettait son titre de gentilhomme face à un modeste curé de campagne, il le salua avec respect. « Bien le bonjour, mon père. Nous ne nous connaissons point. Vous n'étiez pas encore à Tuchan lorsque nous sommes partis pour la Terre Sainte. Roger de Montclar, mon frère bien-aimé, y a malheureusement trouvé la mort. Mais Dieu, en sa grande bonté, a permis que j'en revienne, sain et gaillard après 12 longues années d'absence. Je suis sûr que nous aurons des relations aussi cordiales qu'avec votre prédécesseur. » Faisant contre mauvaise fortune mon cœur, Don Casas grommela entre ses dents un vague assentiment. Ce sire de Marquez n'avait rien du soudard frustre et facile à manier qu'il espérait. En voilà un qui ne se laisserait pas aussi facilement impressionner. Et ces bonnets qui le contemplaient avec un sourire béat en triturant leurs bonnets entre leurs gros doigts. Sans paraître remarquer l'humeur sombre du prêtre, Guillaume continuait à saluer ses hôtes, adressant un mot aimable à chacun et se faisant présenter ce qu'il ne connaissait point encore. C'est alors que le rideau qui masquait le viré conduisant au premier étage s'écarta pour livrer passage à une svelte jouvencelle. Nul touret ne disciplinait sa chevelure qui drapait ses épaules menues d'un somptueux manteau couleur de nuit. Un surcot de velours marron brodé de fils d'or à l'encolure et au bas des manches mettait en valeur sa carnation délicatement ambrée. Elle tenait les yeux pudiquement baissés. Lorsqu'elle les leva vers eux, ils détournèrent le leur, incapables de soutenir l'éclat de son regard d'un bleu intense. D'une voix que l'émotion enrouait, Marquez enjoignit « Messieurs, saluez Agnès de Montclar, fille de Roger, dernier châtelain d'Aguilar. » Et voilà pour la demoiselle. Demain, on continuera ses aventures, mais dans le 2e tome, La chamane aux yeux bleus. À demain.